tous les gros promoteurs à qui j'ai parlé, qui font des gros projets, créent des milieux de vie. Tu peux plus prendre un terrain, Tom, amener ça dans le fond d'un rang, construire un 100 logements, puis dire que tu vas louer tes 4,5 comme ça. Ça marche plus. Salut Tom, ça va? Ah oui, ça va bien, toi? Yes, hey, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Pas de problème. Très apprécié. Écoute Tom, tu as fait quelque chose que je trouve particulièrement impressionnant, puis je voulais justement souligner ça aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser l'auditoire. Écoute, tu as construit un projet de 230 unités quand tu possédais seulement des 6 logements au départ. Je trouve ça vraiment intéressant de voir la croissance rapide que tu as eue. Et puis, j'ai eu la chance de faire le financement avec toi. Puis, j'ai vu comment tu étais assidu, comment tu t'es bien entouré, comment tu as fait en sorte d'avoir vraiment un entourage très fort autour de toi. Puis, je pense que les gens vont vraiment être intéressés par cette vidéo-là. Ma première question, ce serait comment qu'on passe de, mettons, 4-6 logements à un 230 logements? Bien, premièrement, merci pour l'opportunité, Mathias. Écoute, c'est vraiment le fun, tout le temps le fun de se voir et de jaser ensemble. Écoute, je pense, je te dirais, pour répondre à ta question, l'élément le plus important, c'est d'avoir un projet qui tient la route, un projet qui fait du sens, qui est bien localisé. Puis après ça, les partenaires, ils s'alignent, puis ils sont intéressés, les partenaires constructeurs, les partenaires investisseurs. Puis il faut savoir bien s'entourer de bonnes personnes pour prendre le premier du bord non plus. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis, tu sais, le Vital, entre toi et moi, c'est la première attestation SCHL que j'ai eue dans mes mains. Puis c'était un bon gros morceau. Là. Oh, ouais. Fait que ça met quand même en évidence que quand on s'entoure des bonnes personnes puis qu'on fait les choses correctement dans le bon ordre, on est capable d'arriver à nos fins. Tu sais, c'est un zéro de plus, dans le fond. C'est quelques zéros de plus. Quelques zéros de plus. Mais quand même, tu sais, somme toute, ça reste le travail que tu vas mettre dans un développement de 12, 24 unités versus 230 va rester quand même similaire, même si les risques sont plus grands, même s'il y a quand même plus d'enjeux et une coordination qui est plus complète à faire. Mais effectivement, tu as raison, tu sais, c'est quelques zéros de plus, mais au final, je pense que ça prend un mindset aussi. Puis tu es un gars de mindset, c'est pas prévu dans mes questions, mais je le sais, tu es un gars qui a un mindset très fort. Puis je le sais que tu es un gars où, quand il décide qu'il s'en va là-bas, il y va, puis peu importe ce qui arrive, on va traverser le pont rendu là. Non, à 4h15, je répondais à tes courriels 2-3 minutes après. Là. Avec tes kids. Que du plaisir, mais oui. Écoute, c'est de la manière qu'on occupe notre temps, là, c'est ça qui fait la différence. Puis tu l'as dit, travailler à temps plein sur bâtir un 12 ou un 6 ou peu importe, versus à temps plein sur divers projets qui sont plus grands, c'est la même chose. Exact. On a traversé, ça m'amène à ma deuxième question, on a traversé quand même une période assez importante dans la construction du Vital. Tu sais, comme je disais au départ, j'ai participé au financement, puis on a vécu un soubresaut de taux d'intérêt, on a vécu quand même des changements à la CHL et tout ça. Et bien évidemment, on a utilisé une technique qui est intéressante, là, dans le fond, là, pour expliquer un peu à l'auditoire. Grosso modo, c'est que quand les taux se sont mis à fluctuer, on cherchait à obtenir notre 95 loan to cost, donc dans le projet. Et étant donné que les taux avaient monté à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déboursé le prêt en conventionnel avec une attestation NCHL. Donc, on était capable d'aller chercher plus qu'un financement conventionnel standard, le temps que les taux bougent à la baisse, parce qu'on le savait que ça s'en venait, c'est une question de temps. Et on a pu réajuster après ça, par la suite, notre certificat SCHL avec un taux plus bas pour obtenir notre 95 Ceci dit, ça le fait en sorte que tu as été obligé de faire un certain cash call, juste le temps de faire cette manœuvre-là, qui était une manœuvre très payante, mais à court terme, on a dû faire un cash call. Comment tu as géré ça avec tes clients? Bien, écoute, c'est une attente, c'est une gestion des attentes. Puis, tu sais, tu parles de changement de taux, de changement de règlement SCHL. On vit dans cet environnement-là économique depuis combien de temps, Mathias? Depuis 2021, 2022, tu sais, qu'on a... Je pense, tu pourrais plus répondre que moi, là, mais écoute, il y a des balles courbes à tous les mois, tout le temps qui arrivent.
ça fait partie de la game. Puis je pense de bâtir, d'être un entrepreneur, il faut être versatile, il faut être capable de s'adapter rapidement. Puis c'est une gestion des attentes. Là. Quand on bâtit un projet comme ça, on a une mise de fonds anticipée, puis il faut prévoir qu'il peut y avoir des appels de fonds. Exact. Additionnel. Donc, il faut le savoir, il faut le gérer, il faut le prévoir dans nos liquidités, tout le monde, tous les investisseurs, tous les partenaires. C'est comme ça qu'on l'a géré. Puis, tu sais, je te dirais que ça a été bien parce qu'on a pu requalifier. Dans ce temps-là, les taux, la première fois, on était à 4,35, si je me rappelle bien, de taux de qualification. Puis, question de semaines après, on a dit non, on la décaisse pas. Là. On a attendu, puis si je me rappelle bien, c'est dans les vacances de la construction, on l'a requalifié à 3,9 %. Ça nous a fait augmenter notre financement drastiquement. Puis après ça, on a fini à 3,7 %, mais là, on tombe dans la technicalité. Là. Mais grossièrement, c'est de gestion des attentes, puis de s'adapter. Ça m'apporte à ma prochaine question, qui est complémentaire à ce que tu dis. Tu parles de défis présentement, tu parles de transparence. Je pense que ça, c'est le point numéro 1, d'avoir de la transparence avec tes partenaires. C'est super important. Maintenant, qu'est-ce qui a été les défis, selon toi, dans ce projet-là que tu as fait face, outre que le financement, disons? On en parlait au début, là, mais moi, c'était mon premier gros projet. Là. Le défi principal, ça a été l'assemblage de tous les partenaires puis le montage financier. Ça a été ça le défi principal. Moi, j'ai parti ce projet-là, go, on tombe en promesse d'achat là-dessus, puis c'est de par un peu ma mission de vouloir densifier, de vouloir protéger les terres agricoles, puis là, ce projet-là, ce terrain faisait énormément de sens, la localisation, le quartier Humano, l'orientation de développement du terrain à côté de Lucar. Fait que là, c'est un no-brainer, moi j'avance, je fonce, puis on s'organisera au fur et à mesure, là, tu sais. Puis on assemble les partenaires. Puis ça a été ça le bout le plus difficile, je dirais, là, parce que là, développer un projet quand t'as pas tout l'argent, je me suis mis au bat pas mal. Être avec les partenaires. Le projet faisait super de sens, fait qu'on a avancé. Puis... Tu vois, c'est quelque chose que vous avez tous en commun, tous mes clients ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas les réponses à tout au départ, mais ils vont juste le faire. Puis j'ai des gens qui ont les réponses à tout, mais qui le font pas. C'est ça la différence. Faut être capable de répondre à juste assez de réponses. Gérer ton facteur de risque, puis après ça, les pièces, il faut que tu les assembles. Mais il y a des impondérables de toute façon qui vont arriver. Oui. Donc, puis écoute, surtout dans cette ampleur de projet-là, j'en fais du développement, puis des fois, puis j'ai des projets en développement de moyenne envergure, de plus grande envergure, puis j'en ai des plus petits. Puis dans mes plus petits, c'est là que j'ai eu le plus de problèmes. Puis dans mes plus gros, ça a super bien été. Fait que tu vois, comme à un moment donné, c'est la pas une qualité des intervenants. Exact. Dans les plus petits projets, puis c'est pas pour parler contre personne, mais il y a moins de professionnels autour de la table. Puis dans les plus grands, c'est un peu plus complexe des fois, mais t'as tellement de professionnels, d'ingénieurs pour tous les corps de métier, puis des contrats, puis ça avance. L'opérationnel puis la réalisation de la construction, il y a moins d'enjeux que les plus petits projets, à mon avis. Là. 100 %. Ouais. Puis, tu sais, on s'assoit tout le monde ensemble au départ. Je me rappelle dans les premières rencontres pour le Vital, au niveau du financement, au niveau du constructeur, de l'architecte, tout le monde était autour de la table, puis on se parlait, puis avec le consultant en coût, les rencontres qu'on a faites préliminaires. Puis c'est ça, c'est la grosseur du projet qui fait ça. Parce que si on voudrait faire les mêmes étapes pour des plus petits projets, ça ferait pas de sens économiquement. Pour tout le monde de prendre toutes ces étapes-là puis de mettre tous ces professionnels-là autour de la table, ça coûterait trop cher. Fait que là, les plus petits projets coûtent moins cher, mais il y a plus d'impondérables puis d'ajustements. Il faut tricoter plus. Exact. Les plus gros, ça roule puis ça avance. Qu'est-ce qui démarque ton projet des autres du quartier Humano, mais pas juste du quartier Humano, de Lévis? On le sait, Lévis, là, je te parle présentement, puis je vois une crane qui est juste là. Ça pousse, deux même. Ça pousse. Qu'est-ce qui démarque ton projet? Je dirais, comme j'ai parlé vite tantôt, la localisation, le quartier Humano, l'orientation de développement du terrain au départ, la proximité avec Lucar, on est littéralement en face, l'autre côté de la rue. Ce qui fait en sorte que le projet, quand moi je suis arrivé dans le décor avec la promesse d'achat sur le terrain, il y avait déjà une orientation de développement un petit peu, puis là, j'ai ajouté ma sauce. Au début, là, c'était 6 étages, un stationnement souterrain, des grands logements en habitation collective, en colocation. Puis après plusieurs travaux de défrichage, on s'est rendu compte que des projets qui ont essayé de faire ça, ça a plus ou moins marché. Je suis allé en visiter d'autres, puis ce qui s'est loué le plus vite, c'est les studios, puis les 3,5. On sortait de la COVID quand même, 22 à 23.
Il y avait des projets qui pensaient que le monde ne voulait plus jamais être tout seul. Pas vrai. Fait que nous autres, on a fait l'inverse. On a vraiment voulu mettre l'emphase sur l'abordabilité, un logement accessible, beaucoup d'air commun pour se rassembler. Fait qu'on a 80% de nos logements qui sont en bas de 450 pieds carrés, qui sont des studios, qui sont en bas de 1000. Notre projet est en bas de 1200 $ en moyenne pour 230 appartements. Ouais. Là-dedans, il y a des 3,5, des 4,5, des studios. Comme je dis, 80% de studios. C'est ça qui démarque un peu le projet. Puis je pense que dans le secteur, personne n'avait osé, en tout cas sur la Rive-Sud, de faire autant de grosses proportions de studios. Puis, tu sais, ça va bien, fait qu'on le sent. Je te confirme que ça a été un défi aussi à la SHF de faire reconnaître tout ça parce que ton prix au pied carré était très élevé, mais tu sais, au final, ton pied carré était plus petit, mais c'est normal. Maintenant, c'est de faire reconnaître cette valeur-là. Moi, j'ai dealé avec les souscripteurs, puis je peux te confirmer que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et quand tu vas dans des zones qui n'ont pas vu, tu t'embarques dans des négociations puis des choses assez importantes. Donc, c'est super important de prévoir ça. On en a parlé un petit peu, mais je veux quand même que tu élabores un petit peu plus là-dessus. Le terrain en soi, tout part de là. Okay? C'est quand la première fois tu as vu ce terrain-là? Pourquoi tu as levé la main en disant « Hey, ça, je pense que c'est vraiment bien. » Pourquoi tu as vu le potentiel de ce terrain-là? Je comprends tout ce qui est autour, mais quand même, tu en as parlé un petit peu, mais je veux que tu élabores un peu plus là-dessus. Bien, tu sais, le fait que le promoteur du fonds de terrain, le groupe CSB, le quartier Mano, avait déjà fait un travail de plan directeur puis de plan d'ensemble d'autorisation au niveau de la ville, il y avait quelque chose qu'on partait pas from scratch, qui donnait une orientation. Il n'y avait pas de limite de hauteur. Le zonage était extrêmement permissif. Fait que ça donnait de la liberté à la créativité, puis la localisation faisait en sorte que c'était vraiment intéressant comme projet. Puis tu sais, ce que j'ai remarqué, moi je suis venu sur le projet à quelques reprises durant la construction, tout ça, je suis venu voir un peu le secteur, puis c'est que présentement, surtout au moment où on se parle, c'est d'avoir un milieu de vie. Le milieu de vie, même si l'absorption est plus difficile présentement, on l'entend de plus en plus, le milieu de vie va faire en sorte que ça va corriger un petit peu tout ça. Donc, c'est important d'avoir un endroit où les gens peuvent, à proximité, faire un peu tout. Et c'est ça qui est intéressant du quartier Mano, c'est ce qui est intéressant du Vital. Donc, c'est que tu as tout proche. Et j'écoutais des conférences dernièrement dans des 5 à 7 ou des endroits où j'ai été invité, puis tous les gros promoteurs à qui j'ai parlé, qui font des gros projets, créent des milieux de vie. Tu peux plus prendre un terrain, Tom, amener ça dans le fond d'un rang, construire un 100 logements, puis dire que tu vas louer tes 4,5 comme ça marche plus, ça. Non, puis c'était un peu contre-intuitif par rapport à ma mission. T'sais, moi, je veux vraiment densifier les centres urbains. Mon deuxième projet, c'est 2 maisons qu'on redéveloppe, puis on utilise les services qui sont déjà là, puis on va faire un 10 étages, 80 logements, puis ça va s'en venir bientôt. Puis ici, ben c'est la même chose. On est en plein cœur de Lévis, les services sont déjà là, il y a déjà un milieu de vie, les transports en commun sont déjà ici, fait qu'on densifie logiquement, on va pas développer trop loin, on essaie de minimiser les besoins de l'automobile. Tout est là, on vit ici, la vie est ici. Puis en plus, comme on peut voir ici, on n'est pas dans un logement, là, on est dans des aires communs. Il y a une cuisine commune, il y a des salles de conférence, il y a une terrace au toit, il y a plein d'espaces communs. On a des ententes avec le gym de Lucar. Fait qu'on crée des milieux de vie. Puis j'ai eu 2 minutes dans mon projet. À un moment donné, ça va vite, puis on prend pas réalisation de tout ça. Mais quand je faisais mes tournées de défaillance, à la fin, quand on lit nos unités, qu'on les ferme finales, à un moment donné, j'étais au 6e étage. Je rentre dans un logement. Là, j'étais là, hey, si j'étais dans le chemin, là, il y a 2 ans, il y avait rien, là, tu sais, en haut, là. Fait que c'est vraiment le fun, c'était un beau moment, ça. J'étais tout seul, il était 9h le soir. Mais c'est vraiment le fun. C'est gratifiant. Très cool. Puis, quand tu regardes, ça m'amène à ma dernière question, puis quand tu regardes en arrière, puis que tu regardes ça, parce que je peux comprendre la fierté premièrement, de te déplacer à ton projet, de voir les étages monter. Bon, tu sais, je l'ai vécu aussi de mon côté. Ça a quelque chose de particulier, puis c'est une fierté. Tu sais, les gens pensent qu'on fait ça pour l'argent, mais en toute transparence, c'est beaucoup plus pour la fierté, l'accomplissement de soi. L'argent vient après, mais ça vient quand même avec un lot de fierté. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu dis au gars qui a commencé ça il y a 3 ans, en fait 3 ans et demi, 4 ans, puis qu'est-ce que tu as appris sur toi-même avec ça? Ben, ça revient à ce qu'on disait au début, je pense, là, puis c'est de s'entourer des bonnes personnes. Là. C'est vraiment ça, là. La qualité de tous tes professionnels,
de tes partenaires. C'est ça qui va faire toute la différence là-dedans. Fait que dans peu importe, n'importe quel projet que je dis, mettons, je dirais au jeune Tommy, ben entoure-toi des bonnes personnes. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, il faut juste que tu sois entouré des bonnes personnes. Je connais pas tout, mais je connais tout le monde qui connaît tout. J'aime ça dire ça. Exact. Puis côté humain, niveau... Parce que tu as une vie familiale qui est très, très complète. Tu sais, t'as ta femme, t'as tes enfants, t'es un gars occupé avec ton niveau côté familial, mais côté humain, là, tu sais. Qu'est-ce que tu as appris de toi, de ta personne? Ben, je pense que je suis capable de prendre la pression. C'est excellent. Merci beaucoup, Tom. J'apprécie sincèrement. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi. Donc, si vous avez apprécié, partagez la vidéo, commentez. Puis on continue nos périples. On va rencontrer nos clients sur la route. Merci.